Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur Facebook, il est midi, c'est lundi, vous avez l'habitude, on est le 18 décembre, je suis Pascal Eberhardt et j'ai l'honneur de vous accueillir dans ce 15e épisode de la saison 4 d'Overtime. Et comme d'habitude, on n'est pas tout seul pour discuter de l'actualité de la National League, avec moi Jérôme Bechat. Salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour tout le monde. Et dans la régie, au loin, coucou Stéphane, Granchette, comment tu vas? Salut les boys, vous m'entendez, même si on est loin? On t'entend très bien, on a l'impression que t'es pas très loin de nous, ça va. Ça va. Bon. On est prêt à commencer les boys. Il y avait la semaine des équipes nationales la semaine passée, vous avez bien profité pour recharger les batteries? Oui, moi j'étais en vacances. Moi aussi, justement, c'est pour ça que je pose la question. Donc tout est bon pour cette semaine à 3 matchs. Hein. Oui, 3 matchs. Toutes les équipes ont 3 matchs, 21 matchs au total cette semaine en National League. Stéphane, toi, t'as Moi, j'ai été dans les patinoires, les gars. Moi, j'ai été quand même dans les patinoires. Je suis allé voir des juniors élites, etc. J'ai vu l'équipe nationale américaine U17 à Berne samedi. J'ai vu un derby en junior élite mercredi passé. Il faut profiter pour aller voir des catégories qu'on ne voit pas souvent. C'est assez intéressant. Oh, t'as même été en patinoire, non? Ah non, t'as pas commenté la semaine passée. Oui, j'ai commenté le match de Genève. Ouais, j'ai co-commenté le match de Genève. Et c'était ici à Recense en cabine avec le maître Régis Cerf. On salue Anto et Vladi qui ont déjà écrit dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires à faire. On a les yeux attentifs avec Jérôme sur le chat. Et puis avant de nous lancer dans les différents thèmes du jour, on vous signale que vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion dans l'après-midi sur Facebook, sur YouTube pour la vidéo, sur notre app, également sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast pour la version audio, et ce soir sur MySports 1 pour la version vidéo. On va pas forcément parler de tous les clubs cette semaine, Jérôme et Stéphane, puisqu'on va revenir un petit peu plus sur les actualités. Donc on va se concentrer sur Genève, Ajoie-Bienne et Lugano principalement, mais comme j'ai dit juste avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et je vous propose qu'on se lance avec le premier sujet, à savoir le Genève Servette Hockey Club. Les Aigles qui sont demi-finalistes, on l'a dit juste avant, en Champions Hockey League. Ils ont battu les Vékieux, les Corses, sur l'ensemble des deux matchs. 4-1 à l'aller, ils ont perdu 3-2 au retour. C'est le 4e club suisse à atteindre les demi-finales de la compétition européenne, après Davos, Fribourg et Zug l'année passée. Les Genevois retrouveront les Finlandais de Lukko Rauma pour les demi-finales, ce sera en janvier. Mais surtout lors de ce match retour, Stéphane et Jérôme, on a pu découvrir un nouveau visage chez les Aigles, le gardien finlandais Jussi Olkinuora qui a signé jusqu'au terme de la saison. Alors Stéphane, je me tourne vers toi, tu as commenté le match. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé d'abord de la performance globale des Aigles sur ces deux rencontres face aux champions de Suède? Ben, je pense que sur 6 périodes, parce qu'on va voir ça sur 6 périodes, tout s'est joué dans le premier tiers, la première période du premier match. Vékieux s'est présenté à Genève, j'étais là pour co-commenter ce match-là, et Vékieux a voyagé la même journée du match. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Ils sont traînés chez eux le matin, ont fait du car jusqu'à l'aéroport, ont fait 2-3 heures de vol jusqu'à Genève, sont arrivés à 3h30, 4h l'après-midi à l'aéroport de Genève, vite un passage à l'hôtel, 2-3 cookies, et puis hop, patinoire. Donc, résultat des courses, ils ne se sont pas présentés au premier tiers. Genève a été très bon, très entreprenant. Je pense que Cadieux savait que cette équipe-là débarquait de l'avion, etc. On sait que les joueurs sont des joueurs de hockey, c'est des gars très routiniers, ils ont besoin de repères. Et là, je pense que les joueurs n'avaient pas leurs repères. Genève leur a sauté à la gorge carrément. Ils ont été très bons, Genève, dans le premier tiers. Ça fait 1-2-3-0 facile. Et ensuite, deuxième tiers, ça s'est équilibré un peu. Troisième tiers, Genève a géré. On menait 4-0, on a pris un but qu'on aurait pu éviter à la fin, peu importe. Bonne performance de Genève, quasi parfaite. Bon en entame de match, équilibré en deuxième, gestion troisième période. Je pense qu'on a fait le match que l'entraîneur était sûrement très content de ses troupes. Et les gars ont travaillé fort, honnêtement. On voyait qu'ils voulaient le gagner. Le deuxième match, ben, tu vois là, on sait que c'est au total des points, des scores. Là, il y avait 3 buts d'avance. Donc, si Vékieux gagnait le deuxième, c'est le score, pas le goal average, mais le différentiel de but qui comptait. Donc, ils sont allés là avec 3 buts d'avance. Et c'est drôle parce que Vékieux a sorti son gardien alors que le score était égal parce qu'il devait revenir. Donc, ça fait une situation un petit peu cocasse. Mais Genève a fait ce qu'il fallait. Vékieux a donné des mauvais buts, je trouve, le deuxième match. Mais Genève, dans l'ensemble des deux matchs, je dirais, était la meilleure équipe. Il faut leur donner ça. Et le gardien, Olkinuora, a fait un assez bon match, très dynamique dans la cage, un grand bonhomme, prend de la place et tout. Donc, ça peut être intéressant, cette acquisition-là. On en parlera juste après. Mais je pense que Genève
à jouer pour gagner et pour passer à l'étape suivante. Et ça a été bien fait. Ouais, mais ça prouve aussi le niveau de notre championnat. On se retrouve avec une équipe helvétique dans les 4 meilleurs européens, on va dire ça comme ça. On peut signaler qu'il y a une équipe de chaque ligue. Les 4 demi-finalistes viennent de 4 ligues différentes. Donc ça prouve le niveau de notre championnat. Je pense qu'après un début de championnat difficile pour Genève, peut-être que cette Ligue des Champions, c'est peut-être une bouffée d'oxygène aussi pour l'équipe, parce que ça marche plutôt bien. C'est toujours réjouissant évidemment de se qualifier. Après, il y a l'aspect financier, hein. On dit que si on va pas jusqu'en finale ou jusqu'au bout, on perd de l'argent, mais au moins les joueurs jouent la compétition à fond. Pour en revenir avec eux, ça montre peut-être aussi en arrivant le jour même que pas toutes les équipes mettent l'importance de la Ligue des Champions comme on le ferait au foot par exemple. Au foot, la Ligue des Champions, c'est vraiment la compétition où ok, il y a encore un peu du mal. Peut-être que c'est aussi une question financière, parce que si les équipes n'étaient pas déficitaires, si elles arrivaient pas en demi-finale ou en finale, peut-être qu'elles prendraient plus au sérieux cette compétition. Et puis pour Olkinuora, c'est un nom qui est compliqué mais qu'on arrive à prononcer assez facilement parce qu'il avait signé à Bienne, on s'en souvient. Finalement, il avait fait au mois de juin activer sa clause pour aller jouer en NHL, si je me souviens bien. Il n'a pas joué d'ailleurs. Et puis il n'a pas joué. Et puis du coup, c'est Sateri qui est arrivé à sa place à Bienne. Alors Bienne a peut-être été gagnant, Sateri Olkinuora, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un gardien qui devait jouer à Bienne, qui se retrouve à Genève. Comme Robert Mayer, tu l'as souligné ce matin en préparant Overtime, Pascal. Robert Mayer qui avait aussi signé à Bienne en son temps, puis qui était resté outre-Atlantique. Ça fait la 2e fois qu'un gardien signe à Bienne et puis se retrouve à Genève. Et puis on rappelle que Olkinuora est là parce que Robert Mayer et Gauthier Desclous sont annoncés blessés. Alors Gauthier Desclous était sur le banc. Donc petite blessure, il est revenu. Et puis un petit malaise plutôt qu'une blessure. Robert Mayer, on ne connaît pas la longueur de son absence. Il a reçu un puck dans le masque au premier tiers du match de vendredi. C'était contre Cloton. Puis en 3e tiers, il a pris un softie, un tir de la ligne bleue, il est passé à côté du puck. Il a dit peut-être j'ai une commotion finalement. Non, alors apparemment, le tir, c'était au 2e tiers. Deuxième tiers. Au 2e tiers parce qu'il était sur la gauche devant ses supporters. Donc c'est le 2e tiers. Oui. Ok, donc c'était au 2e tiers. Et puis en fait, il a 2 blancs, il y a 2 pucks qui lui passent à côté. Et ça fait but de Cloton. Et puis il va de lui-même au banc en disant il faut le changement. Je pense qu'en ayant vu les images, je pense qu'il en avait parlé déjà à la pause, parce que dès qu'il se dirige vers le banc, le jeune gardien dont je veux pas, Nassim Jaffry, est entré sur la glace et tout de suite dirigé vers le chef matériel pour récupérer son équipement. Donc je pense qu'il en avait déjà parlé et suivant quoi il allait sortir en cours de match. Pour revenir sur la Champions League, je vous propose cette réflexion à vous également dans le chat qu'on m'a faite ce week-end. Peut-être que simplement déjà les étrangers de Genève ou même les autres joueurs de Genève, mais surtout les Finlandais de Genève, trouvent dans cette compétition une nouvelle motivation parce qu'ils ont gagné le championnat suisse, ils ont gagné les championnats du monde, ils ont gagné les Jeux Olympiques. Mais cette compétition-là, ils n'ont pas gagné. Est-ce que ce serait cette raison aussi qui fait qu'on voit un petit peu aussi un Genève qui est meilleur en Champions League qu'en championnat? C'est peut-être le cas pour les Suisses aussi de Genève. Ils participent. Quand tu es sportif, tu participes à une compétition, tu as envie de la gagner, quel que soit le nom, qu'elle soit prestigieuse ou pas. Enfin, moi ça me viendrait pas à l'idée d'arriver, parce que moi j'ai fait du tennis, ça me serait pas venu à l'idée d'arriver sur un terrain de tennis puis de me dire ce match j'ai envie de le perdre. Que ça soit un championnat continental, un tournoi majeur, un plus petit tournoi. Donc là, les joueurs, ils vont sur la glace, ils ont envie de gagner, je pense. Après, tu peux te coucher devant un puck ou non, aller mettre des charges plus ou moins fortes ou non, suivant l'enjeu. On le voit dans le championnat de Suisse. En play-off, il y a une plus grande intensité qu'en saison régulière, parce que l'enjeu est aussi plus grand. Donc tu peux changer l'intensité. Mais quand tu arrives sur glace, tu as envie de gagner. Et puis, comme j'ai dit avant, ça leur donne peut-être cette bouffée d'oxygène à Genève qu'ils n'ont peut-être pas eu en début de championnat. Exact. Avec Phil Poula, ça va être le quadruple gold qu'on va l'appeler. Ou quintuple, si on met le championnat suisse dans le Gold Club. Exactement. Donc, ça va être quintuple gold, évidemment. Donc, il aura tout gagné. Mais moi, je pense qu'au début de cette compétition-là, toute l'équipe, ils y vont un peu la fleur au fusil. On se dit, on verra bien. Et puis là, tant qu'être rendu là, on dit, tant qu'être rendu là, les gars, on va jouer, quoi. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Et puis, je pense que Genève cherche
quelque chose de positif vraiment. Bon, ça fait 4 victoires. Si vous comptez les 2 derniers matchs de championnat plus les 2 victoires en Champions League, ben, ça fait 4 victoires de suite. Non, ils ont perdu le dernier match. Ils ont perdu le dernier. C'était contre. Contre Vécu, ah, ils ont perdu le match retour. Ils ont gagné la série, vrai. mais ils ont perdu le dernier match. C'est la plus belle défaite de la saison pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est la seule défaite où tu célèbres à la fin du match en truant sur le gardien parce que t'as perdu le match. On a perdu. On peut peut-être construire là-dessus, je pense, et puis d'essayer d'aller un petit peu de l'avant pour créer l'impulsion. Mais moi, je pense qu'est-ce qu'on peut parler de l'engagement du gardien? Bien sûr. C'était le but aussi de la discussion. Bien sûr, vas-y, Steph. Ouais. Non, mais moi, je pense que, bon, là, je pense que ça tombe à pic, les 2 blessures ou les malades, la petite inconfort de Gauthier Desclous, Maillard vendredi, parce que tout à coup, 2 jours après, sans savoir la longueur de l'absence de Maillard, on annonce l'engagement d'un gardien étranger. Moi, je pense que, écoutez, on va être clair, les 2 gardiens de Genève cette année, ensemble, cumulés, c'est le pire du haut de la National League. Ils sont à 88,9 %. Il n'y a aucune autre équipe cumulée où ces gardiens sont en dessous de 90, sauf Genève Servette, puis ils sont en dessous de 89. C'est pas loin d'être catastrophique. Gauthier Desclous, à 90 et quelques %, il fait sa saison. Je ne peux pas parler trop de Gauthier Desclous parce qu'il me semble qu'il a été assez bon dans ses sorties, mais Maillard est pas loin d'être catastrophique, 87 % de moyenne. Il a eu quelques matchs catastrophes au début de l'année qui ont fait dégringoler sa moyenne, je l'avoue, mais il est de loin pas au mieux de sa forme. Il connaît une saison vraiment compliquée. Et là, si on veut être sûr de participer au play-off ou peut-être de finir top 6 du côté de Genève ou d'accrocher un top 6, je pense que Gauchi a identifié clairement que c'est manque d'efficacité. Il y a des joueurs étrangers qui ne font pas le job, mais devant la cage, il y a un problème devant la cage. On n'arrête pas assez de rondelles. Si tes 2 gardiens sont en dessous de 89 % d'efficacité depuis le début, oublie ça. Tu peux pas participer, tu peux pas être dans le top 6, puis tu peux difficilement participer au play-off. Donc, je pense que c'était dans le pipeline. Je suis même sûr que c'était dans le pipeline l'engagement d'un gardien étranger. Et là, tout à coup, boum, ça tombe. Meilleur, peut-être une petite commotion. Allez, j'annonce à tout le monde que je suis allé chercher au cas où, pour ne pas faire mal paraître tes gardiens, j'annonce que c'est à cause des blessures. Et puis, tout à coup, on a un ménage à 3. Et je pense qu'Olkinora va être le gardien de confiance cette semaine. C'est lui qui va être dans la cage. Je suis à peu près sûr de mon coup. Je pense que c'est très, très malin de la part de Gauchi. Gauchi a fait ce qu'il fallait cette année, les garçons. On est allé chercher Bernier. On va chercher Anka, défenseur droitier. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose de libre, il est très actif. Il faut lui donner ce crédit-là. Et là, il est actif sur les gardiens. Je pense que c'est un très bon move de sa part. Après le ménage à 3, on verra. En sachant que Robert Maillard n'a pas de contrat pour l'année prochaine, c'est inquiétant pour lui. Il a peut-être commencé à te faire des 2-3 téléphones, le garçon, j'en sais rien, ou son agent. À voir. Mais avec Olkinora, ça ne peut pas être pire, honnêtement, que Maillard. Et du coup, Pascal, si Genève met Olkinora au but, il faut enlever un étranger dans les joueurs, t'enlèves qui? Tu t'enlèves un défenseur, tu mets Honka surnuméraire puisqu'il est prêté par Berne. Bon, est-ce que tu, parce que Vatanen tu peux pas le sortir. Le problème il se pose pas actuellement puisque Honka est là pour remplacer Lindström. Ouais. Qui est blessé jusqu'à la fin de l'année. Ouais, effectivement, non, il y a quand même le problème. Oui. Bah, t'es obligé de sortir quelqu'un. T'es obligé de sortir quelqu'un, bien sûr, mais lequel? Ça, c'est une bonne question. Je pense que pour l'instant, le plus dommageable à sortir, enfin le moins dommageable à sortir, c'est Winnick au niveau du jeu. Par contre, au niveau du leadership, c'est celui qui poserait pour moi le plus de questions, le plus gros point d'interrogation si tu dois sortir un joueur, parce que c'est quand même quelqu'un qui est dans le vestiaire très important. Et je vois Stéphane qui a un petit sourire en coin parce que je pense qu'il pense la même chose que moi. Oui, tout à fait. Winnick, c'est un caractère fort. C'est difficile. Si tu le mets de côté, tu risques qu'il fasse la baboune le restant de l'année. Mais je pense que c'est l'étranger qui fait. Phil Poula, je ne connais pas. Phil Poula, Winnick et Artikainen, les gars, les 3 connaissent une saison plus qu'ordinaire, nettement en dessous de l'année passée. J'ai regardé ça attentivement. Si vous regardez leur taux d'efficacité devant la cage par rapport à l'année passée, les 3 étaient à peu près à 20 %. Et cette année, ils sont 2 fois moins efficaces devant la cage. Avec le même nombre de shoots à peu près, ils sont 2 fois moins efficaces. Ils ont marqué 17 buts, les 3, jusqu'à maintenant. On est passé la mi-saison, donc ils s'en vont vers une saison. Si la tendance se maintient, ça fait une petite trentaine de buts. L'année passée, ils en ont marqué 63. Donc, 2 fois moins efficaces que l'année passée devant la cage adverse. La question que je vous pose, Artikainen,
lui, je sais pas, il est en pause hivernale, je ne sais rien. Honnêtement, il ne fait pas sa saison, mais vraiment pas. Il a 7 buts, dont 6 en power play. Ça veut dire qu'à 5 contre 5, ça ne sert à rien. Et puis, Winnick et Filppula, j'adore ces deux joueurs. Chapeau pour service rendu, notamment Winnick. Sauf que là, c'est pas la saison de trop pour ces deux joueurs-là. Moi, je pense que si tu en retires un, Artikainen, je trouve moi, je retirerais peut-être Artikainen pour l'effort. Mais je ne pense pas que c'est du côté de Winnick et Filppula, c'est une question d'effort. C'est une question de réussite. C'est une question que c'est peut-être l'année de trop. On sent que les gars sont un peu moins 38, 39 ans quand même. Et à un moment donné, l'année de trop, elle arrive. Est-ce que c'est pas celle-là? C'est peut-être une petite erreur de Gauchi qui a prolongé le plaisir avec les deux. Peut-être en remerciement de la saison qu'ils ont fait l'année passée ou les services rendus de Winnick. Mais là, c'est un de ces trois-là. Moi, pour l'effort, j'enlève Artikainen, parce que je trouve qu'il n'est pas concerné. Par contre, dans le rendement, Filppula, c'est un centre. Winnick est peut-être, comme vous dites, peut-être le plus facile à tasser, mais dans le vestiaire, il arrive quoi? On sait que Ken Cadieux est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des décisions fortes. Ça, c'est vrai, ouais. J'ai donné mon avis, Stéphane a donné son avis. Jérôme, on va conclure le chapitre, Jérôme, avec toi. Avec Genève. Je pense que au niveau du jeu, le plus facile à enlever, c'est Winnick. Après, je me demande s'il ne faut pas sortir Honka, parce que c'est le joueur qui est prêté par Berne. Donc tu lui dis, il va peut-être repartir à Berne. Enfin, on ne sait pas trop les accords qu'il y a, parce qu'il est prêté pendant un moment. Il n'est pas prêté. Il est prêté jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin de la semaine. Donc tu pourrais te dire, ben voilà, de toute façon, il va retourner à Berne. Finalement, si on le fait pas jouer, ben on le fait pas jouer. Et puis du coup, tu mets que Vatanen comme défenseur en te disant, t'as Olkinuora derrière, t'as peut-être pas besoin de 2 défenseurs étrangers. Chanton fait. Tu le gardes un cas jusqu'à la fin de la saison. Parenthèse sur un cas, tu le gardes jusqu'à la fin de la saison. Ah, ça dépend quand va revenir Lindström. Lindström est censé revenir. Lindström est censé revenir. Donc, si t'as Lindström, t'as pas besoin de Honka. Surtout que moi, je trouve que Chanton fait le job. En défense, moi je le trouve bon. Et puis Fulmin, ben, apparemment ils l'ont remis derrière parce que Fulmin a joué un moment en attaque dans le 4e bloc avec Bertaggia et Pouliot. Et puis là, il rejoue. Il n'a pas fait un mauvais job, hein? Justement, il n'a pas fait un mauvais job. Et puis maintenant, il rejoue aussi derrière. Donc Fulmin derrière, il fait le job. Chanton fait le job. Donc moi, je pense que du côté de Genève. Et puis avec un gardien étranger, tu peux te passer d'un défenseur étranger. D'autant plus avec l'arrivée de Tim Bernier en cours de saison. Donc je pense qu'avec Vatanen comme défenseur étranger, ça peut le faire à Genève. Ça fait du sens, les gars, tout ça. Messieurs, avant de parler du HC Ajoie, il y a un sujet qu'on avait évoqué, mais qu'on a oublié de mettre dans la liste, et Marc nous a posé la question. Martin Furk, 5 matchs. Ah, on a perdu Stéphane. Attends, les gars, j'ai pas bien entendu. Vous avez dit 5? Non, c'est un scandale. Sérieusement, je suis... Ce qui m'étonne, c'est le traitement médiatique de cette affaire-là. C'était un Lausanne-Rapi, un petit vendredi soir à Lausanne. Du contre Sarine, on sait que Rapi, c'est pas un club qui est très... qui rameute beaucoup. Nulle part en Suisse, c'est pas un club Rapperswil qui attire beaucoup d'attention. C'est un match à Lausanne un petit vendredi soir. Et pour moi, les gars, je vais vous dire honnêtement, le traitement médiatique, on a traité ça comme un truc banal. Alors que pour moi, c'est le geste le plus dangereux que j'ai vu en Suisse depuis que j'y suis. Depuis, en tout cas, que je suis dans le monde de la Ligue nationale. Ça fait à peu près 25 ans que la Ligue nationale... Stéphane est arrivé en 1930. Hein? 1934, excuse-moi, je suis arrivé en excuse-moi. En septembre. Je suis arrivé en 91 en Suisse, mais je suis attentivement à la Ligue nationale depuis que j'arbitre, c'est-à-dire depuis 99, la saison 99-2000 que j'arbitre en National League, et je suis ça très attentivement depuis bientôt 24-25 ans. Pour moi, c'est le geste le plus dangereux que j'ai vu. C'est un coup de patin intentionnel. Après ça, arrêtez de me dire qu'il ne fait pas exprès. Là. Le rapport du PSO est absolument clair là-dessus. Les 2 premiers coups de patte en arrière, c'est pour son équilibre. Après, il a la main droite sur la bande. Il se donne un swing. La patin gauche à la hauteur. C'est pas un acte prémédité. Il ne veut pas l'assassiner, etc. C'est un truc d'humeur parce que Pilot l'a poussé un petit peu. Et puis, tout à coup, boum, je te repousse avec mon patin. Mais c'est le geste le plus dangereux. Il peut mettre fin au jour de Pilot. On a vu l'histoire en Angleterre, là. Et Pilot, sur 10 scénarios possibles, c'est le meilleur scénario. Il s'en tire avec une petite égratignure. Il a été chanceux, le garçon. Un coup de patin intentionnel à la hauteur de la tête. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus dangereux que ça sur la glace? Non. Il n'y a aucune charge par derrière, aucune charge contre la tête, aucun coup de canne qui peut battre ça. Et là, tout à coup, le PSO a été clair. C'est comme on ne veut pas voir ça. Catégorie 3,
vas-y, mon champion, le juge unique, vas-y, wide open, on te donne le feu vert pour être sévère. Mais le gars, comment il s'appelle? Knopf? Le juge unique, là? Je sais pas, parce qu'il y en a plusieurs de juges uniques. Hein. En tout cas, je me semble que c'est lui que j'ai. Non, mais sérieusement, c'est catégorie 3, les garçons. C'est catégorie 3. Tu dois. Moi, je te donne 10, voire 15 matchs, peut-être fin de saison. C'est complètement stupide comme acte. Même si Ferk s'est excusé, puis par hasard, puis heureusement qu'il n'est pas blessé. Là, tout à coup, bon, c'est dangereux, mais finalement, il vient nous prouver qu'il pénalise la conséquence. Puis que si le fait que tu t'excuses, c'est bon, je m'excuse, c'est facile, ça. Je donne un coup de patin à la hauteur de la tête, excuse-moi. Non, mais c'est épouvantable et je ne trouve aucune excuse à Ferk. Je trouve que la Ligue a manqué le coche et je suis surpris que ça n'ait pas fait un tollé. On a parlé d'Herzog comme un assassin sur Bloom, etc., la conséquence. Il n'a jamais quitté. Plus je la regarde, moi, elle n'était pas belle, mais 8 matchs. Certains appelaient à le bannir à vie des équipes nationales, Herzog, il faut presque l'emprisonner. Ferk, excusez-moi les gars, c'est scandaleux. C'est la pire décision que j'ai vue. C'est le pire geste et la pire décision que j'ai vue. Là, le juge unique, là, il a fait fausse route. Dauphin, 4 matchs, catégorie 2. C'est un sketch, c'est un véritable sketch. Il aurait dû mettre 7-8 matchs. Tout le monde aurait dit nice, c'est la bonne décision. Non, 4 matchs. Et là, il peut mettre 10, 15. Tous les joueurs, tous les entraîneurs, tous les acteurs du milieu à qui j'ai parlé m'ont dit Steph, c'est une blague. Ça avait un coup de patin à la hauteur de la tête, c'est un match. 7000 francs. Affaire est belle, quoi. Non, mais s'il avait coupé ici, 15 points de suture, hôpital, etc. Là, il mettait 15 matchs. Là, il aurait mis 15 matchs. Là, il mettait 15 matchs. Donc, il pénalise la conséquence. Ben oui, mais c'est toujours comme ça, la conséquence. Avec Dauphin face à Moy, c'est la même chose. S'il ne se relève pas, etc. Moy se relève, il continue le match et tout. Mais c'est aussi un peu comme ça dans la vie, finalement. Maintenant, tu roules je sais pas, à 150 sur l'autoroute. Si t'arrives rien, t'as juste l'amende pour la vitesse. Oui, mais t'as quand même une course. Alors, à 150, tu peux avoir un retrait de permis. Tu l'auras de toute façon. Oui, mais t'es toujours jugé sur la conséquence. T'es pas jugé sur le geste. T'es jugé sur ce qui arrive. Si maintenant, malencontreusement, je te pousse et puis tu tapes la tête contre le coin, eh ben, je vais te juger pour coup et blessure, alors que mon coup est pas forcément fort. Alors que si je te mets par exemple un immense coup de poing et que t'as rien, eh ben, je serai jugé sur la conséquence. Donc est-ce que finalement, moi je trouve que c'est triste de juger sur la conséquence, parce que je suis de l'avis de Stéphane. Dauphin aurait dû avoir beaucoup plus de matchs de suspension, Ferk également, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un scandale qu'on juge la conséquence? C'est là où je suis un peu sur l'histoire de la conséquence. C'est là où je suis un peu partagé. Je suis d'accord aussi avec Stéphane que c'est pas assez 5 matchs, et Grégoire nous dit il a pris combien le Canadien, donc Joe Veleno, qui avait agressé en visant la cheville de Nino Niederreiter. Pas sur la cheville. Je sais plus, il avait eu combien? Il avait eu 6 matchs, mais il restait 6 matchs à jouer. Non, mais il avait été exclu. Donc il était exclu du tournoi. Donc il était exclu du tournoi. Mais comme en championnat du monde, ils peuvent pas mettre plus que le nombre de matchs qui restent à jouer. Ils avaient mis le maximum, ils avaient mis 6. Je pense qu'il l'avait exclu du tournoi, point. Oui, et puis il était resté 6 matchs, c'était 6. S'il était resté 9 matchs, ils auraient mis 9. Ils auraient mis 9, bien sûr. Ouais. Je pense que c'est. Dans l'intention, le geste de Veleno était peut-être plus méchant, parce que tu voyais vraiment qu'il a dit je vais te casser la jambe. Ferk, c'est plus une réaction complètement stupide, l'air de dire je te donne un coup de canne, je t'en donne un. Mais lui, il est avec le patin parce qu'il est en déséquilibre. Il peut toujours dire ouais, mais oui, on comprend que c'était pas une tentative de ça. C'est pas ça qu'il voulait faire, mais c'est ce qu'il a fait. Tu t'envoies quoi comme message? Et je suis surpris que tout le monde dise bon, voilà, c'est. Alors que des fois, le timing, comment ça arrive, etc., il a de la chance. Mais t'as raison, Stéphane, parce que je pense que si c'était Di Domenico qui avait fait ça, ça aurait fait la une de tous les journaux de Suisse. Hein. Exactement. Alors ça je pense que t'as raison. Un bad guy du championnat, tout le monde aurait ça, dit c'est sûr, à rappeler au boycott total. Non, mais c'est ça que... Et puis, moi, je suis directeur sportif là, aujourd'hui. Ferk, je n'engage pas. Fait me terminer. Même s'il veut venir chez moi, je n'engage pas. Ce qu'il a fait pour moi, c'est un geste impardonnable. Il aurait dû être sanctionné sévèrement. Il paraît que ce n'est pas un gars facile à part ça, ce Ferk, mais peu importe. La Ligue a encore une fois manqué le coche et ça m'agace terriblement. Et personne, à Lausanne, on en a parlé un peu, voilà, mais voilà. Tout le monde dit coup de patin à la hauteur de la. Pas grave.
Non, mais vous savez ce que c'est, une lame de patin bien aiguisée? Là? Bon, le plus important dans l'histoire, c'est que Pilot n'est rien. Il a une il est tellement pur, il a une éraflure, quoi. C'est ça le plus important. Tellement chanceux. finalement. Il paraît qu'après le match, le gars, il s'est comme réalisé ce qui s'était passé. Il a dit wow, fait me faire sur le coup, il n'a pas compris ce qu'il disait dans une interview. Il n'a pas compris ce qui s'est passé sur le moment, mais ensuite il a vu les images et il disait ça justement. Il s'est rendu compte de la chance qu'il a eu de s'en échapper. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Bref, c'est Mickey Mouse. C'est une ligue de Mickey Mouse au niveau des juges uniques. Moi, je suis directeur sportif. J'amène ça sur le plancher à la prochaine réunion. On dit, on s'en va où avec ça, les gars? Là? On s'en va où? On pardonne tout. Là? Maintenant, on pardonne tout. On donne deux matchs de suspension à Di Domenico, 6 000 francs d'amende pour un diving qui était très limite l'année passée parce qu'il est dans le collimateur. Puis l'autre, coup de patin, 5 matchs. Là, je veux dire, à part ça, Di Domenico, ça a marché parce que cette année, il plonge un peu moins. Mais voilà, c'est ce qu'on veut, le bannir ça. Mais elle est où la logique dans tout ça? Puis en plus, là, le PSO, pour une fois, j'ai lu leur rapport, puis c'est comme, go mon âme, c'est hyper dangereux, on ne veut pas voir ça, il faut bannir ça, catégorie 3. Fais-toi plaisir, le juge. Allez, en plus, Ferk, envoyer un message avec un gars comme Ferk, c'est facile. Un étranger qui a été engagé, qui était à Berne, ça n'a pas marché, il est rendu là-bas dans le rouage de Rapperswil, ça marche moyennement bien. Si tu suspends un bon Suisse de l'équipe nationale, si tu suspends Christophe Berchi, tu as un émeute à Fribourg. Mais si tu as Ferk, tout le monde va dire hey, c'est-tu une bonne occasion de marquer ton territoire et de dire voilà ma sanction? Non. Non. Ah non, écoute, non, excusez, c'est un bon gars, sympa. Sérieux. Ouais. Ça m'agace. Ça m'agace, les gars, ça m'agace. Je trouve qu'on fait fausse route. Et puis, moi, je ne peux plus défendre. On va revenir avec quelque chose de plus joyeux, place à l'actualité. Merci à Jean-Philippe de nous avoir envoyé ce message. On vient d'apprendre que Dominique Egli a prolongé d'1 an à Davos avec une clause de sortie pour la Suède. Donc, ça veut dire que... Moi, je pense qu'il a une copine en Suède, les gars, parce qu'à chaque négociation, il nous sort la Suède. Mais 1 an, ça veut dire que 1 an, les gars, ça veut dire qu'il s'est pas entendu. Il n'est pas content de l'offre qu'il a reçue. Probablement qu'il voulait un contrat. Il est dans l'âge d'obtenir un contrat dans le genre Rébichère. Je ne dirais pas le montant, mais peut-être Dominique Egli a prouvé sa valeur dans le championnat. Je pense qu'il aurait pu espérer un contrat de 3-4 ans, voire 5 ans dans cette ligue-là. Non. Probablement qu'il n'est pas content du salaire. Il a dit OK, je prends 1 an, puis je vais revoir ma valeur l'année prochaine. C'est 1 an, c'est assez étonnant. Ça veut dire que les négociations ne se sont pas très bien passées avec Davos, les gars. Il faudra poser la question à Yann. Moi, je suis étonné. Ce que tu dis, c'est que si Dominique Egli n'est pas content de ce qu'on lui donne à Davos, pourquoi il ne va pas dans un autre club? Ça veut dire qu'il n'a pas reçu forcément d'offres d'autres clubs, et c'est plutôt étonnant. Parce que ça fait quelques années maintenant qu'il est vraiment, il a peut-être reçu des offres d'autres clubs. Après, il n'a peut-être pas envie de partir de Davos, ça c'est possible. Mais comme il n'arrête pas de dire depuis plusieurs saisons justement qu'il aimerait partir en Suède, je pense qu'il y a des clubs qui... Si c'est pour te signer et que tu ne viennes pas parce que tu vas en Suède, moi je ne te la donne pas ta clause. Donc c'est peut-être la meilleure offre qu'il a reçue qu'une année à Davos. On parlait, il y avait une rumeur qui disait qu'il demandait 400 000. Il joue 23-24 minutes par match à Davos, en tout cas largement plus que 20 minutes. Je pense que c'est le défenseur le plus utilisé à Davos. C'est un défenseur unidimensionnel offensif, petit gabarit, mais il a quand même des skills. Il donne un premier pas. C'est un gars dans le genre Radgab. C'est où je voulais en venir. Est-ce que ça me paraît pas énorme dans le marché actuel, 400 000 pour un défenseur comme ça, parce que c'est une valeur sûre dans une spécialité. Et ça me paraît pas si évidemment, pour Bienne, 400 000, c'est beaucoup trop cher, Jérôme. Bon, il a déjà joué à Bienne, Dominique Egli. Il avait déjà joué à Bienne, Dominique Egli, et puis ça s'était mal passé. C'était déjà Stony Steinegger, le directeur sportif. Donc je pense que ça s'était mal passé avec l'entraîneur. Et c'est l'année où Yanis Moser avait eu beaucoup de temps de jeu. Ouais. Donc voilà, peut-être aussi pour ça que Bienne n'était pas sur la carte. C'est possible. Tout ça. Étonnant quand même. C'est vrai que ce cas-là m'étonne un peu. Quand je vois que Bichère a eu 5 ans à Lugano, c'est un défenseur du même type pour moi. D'une année seulement. Il y a même lacune défensive. Donc, Bichère, c'est un gars axé sur l'attaque, un gars de possession, un gars de relance, défensivement correct, pas très physique non plus, pas beaucoup plus costaud qu'Egli, peut-être légèrement. Et il y a 5 ans à Lugano, on a annoncé un salaire faramineux, mais je ne pense pas que ce chiffre-là était juste. Mais 5 ans, Lugano, l'autre 1 an à Davos. C'est bizarre quand même. Hein? Des fois, c'est pour ça que je vous dis que la négociation, moi, je pense qu'il s'est recherché un contrat peut-être à long terme avec plus de sécurité. Il ne l'a pas eu. Je dis, OK, je prends 1 an, puis je vais me prouver, puis peut-être que j'aurai plus l'année prochaine ailleurs. Bon, on va rester sur les défenseurs qui signent des contrats, puisqu'on va partir du côté du HC Ajoie, puis comme ça, on va pouvoir répondre à la question que Julien vient de nous poser.
Du côté du HC Ajoie, justement, un défenseur qui arrive, un défenseur qui prolonge. On a donc Jesse Sgragon qui arrive immédiatement en provenance de Berne. 15 matchs cette saison avec les Ours, 1 assist, 6 minutes de pénalité, mais il n'entrait plus dans les plans de Jussi Tapola. On l'a d'ailleurs vu sur les derniers matchs où Berne était à court de défenseurs, jouait avec 6 défenseurs et avec Sgragon annoncé surnuméraire. En plus des arrivées en prêt de Maurer et Poca, donc c'était assez spécial. Et puis, on a appris quelques jours avant que Valentin Pilet avait prolongé de 2 ans son contrat. Stéphane, t'as déjà beaucoup parlé. Je vais me tourner vers Jérôme pour commencer la j'ai plein de trucs à dire là-dessus aussi, les gars. Mais pour reprendre la question de Julien, est-ce une bonne affaire pour le HC Ajoie? Pour Sgragon? Oui, pour Sgragon, oui. Ah bah, moi, je pense que c'est le nouveau défenseur qui vous Alors, je pense que c'est une bonne affaire. Oui, Sgragon, il a l'expérience de la National League. Ça apporte un plus au HCA, au niveau financier, je pense aussi, parce que je pense pas qu'Ajoie va payer le 100% du salaire de Sgragon. Enfin, j'ose imaginer qu'il y a eu un arrangement comme il y a eu avec Jelina. Donc pour Ajoie, c'est tout bénef. Ça va pouvoir aussi donner peut-être du repos à d'autres piliers en défense à Ajoie. Peut-être faire aussi un tournus au niveau des défenseurs. Sgragon, il est aussi rugueux. Ça peut donner aussi plus de physique à l'arrière-garde du HCA. Donc je pense que du moment que Sgragon n'entrait plus dans les plans de Berne et que Berne l'a mis sur le marché, je pense qu'Ajoie a eu bien fait de le prendre. Tu parles de défenseurs physiques, Stéphane, il y a Valentin Pilet qui prolonge, il y a Thomas Thierry, il y a Yannick Fischer à Ajoie qui sont des défenseurs physiques. C'est peut-être ce que veut Volven maintenant, justement, jouer beaucoup plus physique. Voilà. Peut-être. Tu complètes ma question, merci. merci Jérôme. Je t'en prie. Donc Stéphane, est-ce que c'est ce que Christian Volven aimerait avoir 4 gros défenseurs? Je pense que ce qu'il aimerait puis ce qu'il peut avoir, il y a un erreur de marge. Je pense qu'à Ajoie, ils prennent ce qu'il y a. Je vais être honnête avec vous, les gars. Ils prennent ce qui est libre sur le marché. Et moi, je suis comme Jérôme, je pense que c'est une bonne affaire parce qu'il a l'expérience. Il va amener un peu de sérénité en arrière, etc. Il a quand même l'expérience et tout. Mais c'est un défenseur dans le même style que Thierry, Fischer, Pilet. C'est un gars qui est bon sans la rondelle. Donc, en jouant, le but, c'est d'être bon sans la rondelle, de ne pas jouer avec la rondelle, parce que ces 4 joueurs-là que je viens de vous nommer, avec la rondelle, c'est compliqué. Donc, dans le sens où ce n'est pas des gars qui relancent, c'est une relance facile, ce n'est pas des défenseurs offensifs, ce n'est pas des gars qui jouent bien sur la ligne bleue adverse. Donc, c'est des défenseurs physiques, bons sans la rondelle, qui se spécialisent dans la défense. Donc, on a 4 défenseurs du même type. Et malheureusement, peut-être que si on avait voulu changer, on aurait voulu aller chercher Dominique Egli, mais je pense que Dominique Egli était trop cher pour Ajoie. Et là, c'est bien, mais c'est encore un défenseur dans le même style. Donc, à Ajoie, on s'entend qu'à part l'étranger, que le nom m'échappe, là, Brennan, à part Brennan, Jelina un peu, on n'a aucun défenseur qui est un puck mover, qui est un gars qui bouge vers la rondelle. Quand même un peu plus. Ouais, on s'entend que moi, je trouve que c'est dans le même style aussi. Hein? Donc, c'est 4 gars qui vont te bloquer les tirs, qui vont être capables de jouer un peu physique. Donc, voilà. Mais c'est une bonne chose, mais c'est encore un défenseur du même type. Donc, je pense que si tu parles de ce que l'entraîneur aurait voulu, moi, je pense qu'il aurait voulu un Dominique Egli pour une bonne première passe, pour appuyer l'attaque, pour relancer. Mais là, je pense qu'à la joie, on prend ce qu'il y a. Et puis, dans ce qu'il y avait, je pense que c'est pas un mauvais move, on va dire comme ça. Mais ça ne va pas changer. Ça ne va pas diversifier la qualité des défenseurs du côté d'Ajoie. Thierry nous dit que vu qu'Ajoie n'a jamais le puck, c'est un bon move avec un petit smiley. C'est un peu ça. Je suis d'accord avec vous, messieurs, par rapport à Sgragon, mais en même temps, tu parlais de Egli, Volven l'a coaché, donc il le connaissait, mais effectivement, c'est aussi une question de moyens. Et je pense qu'il y a un accord avec le CP Berne aussi, comme pour Jelina, d'avoir une partie du salaire qui est prise en charge par le club de la capitale. Et oui, ça apporte du physique, du jeu sans puck, mais en même temps, Ajoie, c'est pas l'équipe qui domine dans la zone offensive adverse. Exact. Donc il faut protéger les gardiens. Tu vas plutôt chercher un Sgragon qu'un Dominique Egli pour ça. Dans l'optique d'une promotion en légation, parce que c'est vers là qu'on s'en va à Ajoie, il faudrait qu'il gagne le dernier match de la saison. Ce qui va poser le plus de problèmes. C'est contre une équipe de Swiss League, il faut des défenseurs qui bougent le puck. Il en faudra un ou deux. Là. Oui, il n'y a que Brennan qui pourra faire ça. Après, ça va être un défenseur pour
disons que contre des joueurs de Swiss League, Skragan, il va être un joueur un peu plus difficile à passer parce qu'il a quand même le gabarit de National League, même si ce n'est pas un top joueur, c'est plutôt un 4, 5, 6, 7 dans cette ligue-là, dans une bonne équipe. Mais là, dans le roster de la joie, il va amener quand même quelque chose dans ce genre de série-là, beauté physique, etc. Donc, je pense qu'à joie, le but, c'est de se renflouer un peu et de s'assurer qu'on gagne le dernier match de la saison. Honnêtement, c'est ça le but à joie maintenant. Ouais, moi je suis d'accord pour deux choses avec Dragon, c'est que contre une équipe de Swiss League, je pense qu'il va clairement faire de la différence. Avec l'expérience aussi, peut-être supporter un peu plus la pression de ces matchs qui seront tendus. Et puis deuxièmement, pour Dragon, c'est peut-être l'occasion de... Enfin, lui, il va être motivé à se donner à fond maintenant parce qu'il est en fin de contrat. Donc s'il veut un job pour la saison 24-25, eh ben, il doit performer avec Ajoie maintenant, sinon il va être mis dans les oubliettes. Donc c'est peut-être aussi bien pour lui. Il semble que ça aurait été un bon candidat pour Ambry, ça, les gars. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais il a déjà joué. Il a déjà joué Ambry, si je me trompe pas. Ouais, mais ça serait un bon candidat pour retourner Ambry. Je sais qu'il paraît qu'on l'aime bien. Il retrouve Fischer, du coup. Je pense qu'ils ont joué ensemble du côté de la Levantine. Ils ont joué ensemble. Peut-être que ça a aussi pesé dans la balance. Bah, ça a peut-être pesé dans la balance aussi. Ou alors il a pas eu son mot à dire et puis Berne lui a dit tu vas pour Antruy. Parce qu'une ligne défensive Fischer, avec une ligne de défense Fischer-Dragon, je sais pas si je vais dans les bandes. Hein. Tirer dans les bandes. Ah non. Moi, Steph tirer dans les bandes avec Fischer-Dragon en face. C'est des gars physiques. C'est des gars physiques. C'est des gars physiques. Avec Pilet aussi très solide. Ouais, Pilet aussi, ouais. Et pour revenir sur Pilet, puisque tu évoques son nom et j'ai dit il a prolongé, pour moi c'est une bonne prolongation du côté d'Ajoie d'avoir prolongé Valentin Pilet. Il fait du bon travail dans son domaine de compétences du côté du HCA. Parfois il a été un petit peu trop loin au niveau de la saison passée, mais cette année il se tient, il reste dans les plots et fait quand il joue une bonne saison. Oui. Franchement c'est... Ouais. Donc du mieux à Ajoie les gars. Voilà. On espère pour les Jurassiens, évidemment. Puisqu'on parle de contrat, messieurs, je vous propose qu'on descende un tout petit peu en plaine, et puis qu'on parle du HC Bienne, puisqu'il y a aussi eu des contrats du côté du HC Bienne. Il y en a surtout eu un qui va retenir notre attention, c'est l'arrivée pour la saison prochaine et pour 3 ans de l'attaquant léventin Johnny Knebuller. Johnny. Ouais, alors grand copain de Pilet, là. Grand copain de Pilet, les gars. De lui puis Pilet, Junior Elette à Lausanne. Alors ça faisait... Deux potes. Donc, ils ne seront pas très loin, 45 minutes de route. Ça va faire dans les bars le soir, là, ça va être... Tu crois? C'est vrai? Oh, ouais, c'est deux gars qui sont assez populaires avec les filles, moi, je dis. Mais voilà. Ça engage que toi, ça. Hein. Ça engage que toi, ça, Stéphane. Ça engage que moi, mais voilà. Bon, ça faisait un petit moment quand même qu'on savait que Knebuller s'était approché du HC Bienne. On attendait le jour où on allait recevoir le communiqué de presse qu'il avait signé pour 3 ans à Bienne. Moi, je pense que c'est une bonne acquisition pour les Ceylandais. Après avoir annoncé beaucoup de départs, annoncer une signature, ça rassure aussi les supporters ceylandais qui se disent finalement, il n'y a pas tout le monde qui part, il y a aussi des joueurs qui arrivent, parce que quand on a plein de joueurs qui partent comme ça, on voyait sur les réseaux sociaux les fans qui disaient mais qu'est-ce qui arrive au HC Bienne, il n'y a plus personne qui veut jouer chez nous, il y a tout le monde qui part. Donc finalement, Johnny Knebuller qui arrive. Et puis il est quoi, au sommet de sa carrière, la presse, Johnny Knebuller? Ou en tout cas, pas loin. Il est sur la pente encore ascendante. C'est une de ses meilleures saisons. Là, c'est une de ses meilleures années. Tu signes 3 ans à Bienne. Je pense qu'il peut avoir aussi un rôle à jouer du côté du HC Bienne. Ça m'étonnerait qu'il l'ait engagé pour être sur le 4e bloc. Hein, on est d'accord. Je pense qu'il va jouer... à l'aile gauche sur la 2 ou la 3. Bien accompagné. La 2 ou la 3, donc ça veut dire qu'il pourrait aussi avoir une place sur le powerplay. Absolument. Donc je pense que c'est... Il l'a d'ailleurs à Ambry, cette place sur le powerplay. Donc je pense que c'est une bonne signature pour lui, déjà, de venir à Bienne, et puis une bonne signature pour le HC Bienne aussi. Il se rapproche de la copine. Ça engage que toi aussi. Non, mais... Alors moi, je vais simplement dire qu'il se rapproche de sa famille, de sa famille globale, puisque... Sa famille est dans la région de Genève, etc. Johnny, il ne faut pas se le cacher, hein, il essaie de revenir en Suisse romande depuis un petit moment. Il sait pas qu'il n'aime pas être en Brie, mais il est loin de... il est loin de sa famille. De sa famille, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est un de ses critères. Absolument. Mais pour moi aussi, c'est une bonne nouvelle pour le HCBN. Pour Johnny Knebuller aussi, on l'a encore vu cet été à Berne lors des Media Days. Quelqu'un très sympa. Quelqu'un qui est très gentil, qui est vraiment... tu peux discuter avec lui, c'est pas un souci. Comme tu dis, c'est une de ses meilleures saisons actuellement en carrière. Il est vraiment sur la pente ascendante et
après tous les départs que Bien annoncé, il fallait annoncer une arrivée. Hein, une Ouais, prolongation, tout à c'est fait. bien joli, mais il fallait annoncer une arrivée. Et je pense que c'est vraiment une Pour bonne. vous, il remplace qui, Neubuller? Il remplace Kessler, il remplace Ischier, il remplace Künzle? Vous le voyez plutôt Kessler, où? Kessler, Mais en je meilleur. le vois plutôt là. Kessler en meilleur pour moi. Peut-être peut-être plus habile offensivement, peut-être un peu plus rapide aussi. Ouais. Kessler connaît une bonne saison. Là. Il a été bon en playoff aussi. Ouais. Mais ouais, Kessler peut-être meilleur offensivement. Peut-être ouais, dans ce genre-là. Meilleur que Ischier, je pense. Un meilleur sens du jeu, plus rapide que Ischier, à mon avis. Et moins blessé que Ischier aussi. Là, par contre, il y a un joueur, un ancien junior biennois qui va aller du côté d'Ambry Piotta. Est-ce que c'est lui qui remplace Johnny Knoebiller? Ouais. C'est Miles Muller. Là-dessus, je pense que les supporters biennois peuvent un petit peu faire grise mine, puisque c'est un ancien junior du club qui était censé revenir du côté du HC Bienne. Et Ouais. puis là, c'est comme Mayer, c'est comme Holkin Ouara, il décide d'aller voir ailleurs en Suisse si l'herbe est plus verte. Bah écoute, il a joué à Bienne jusqu'au moins de 17 ans. Ensuite, il a traversé l'Atlantique. Et puis c'est vrai que du côté de Bienne, je pense qu'on s'attendait à ce qu'il, au moment où il va revenir en Suisse, qu'il revienne à Bienne. Et puis le fait qu'il soit parti à Ambry, je pense que c'est un petit crève-cœur là pour la direction de Josh Bienne. C'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur, je peux vous le dire de source sûre, parce qu'il y avait plus ou moins un engagement qui avait été pris de revenir à Bienne. Selon mes sources, les négociations avec Bienne ne se sont pas très bien passées. Ambry le connaissait un petit peu. Les antennes de René Matt et d'Éric Landry en Amérique du Nord ont parlé. Et Ambry s'intéressait à ce genre de joueur. Hein. Donc, c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, qui était tout petit quand il est parti, il a grandi, il est assez lourd. C'est un joueur énergique qui patine, qui est agressif. Donc, il va très bien fitter, je pense, dans l'ADN d'Ambry. C'est pas un grand talent. On s'entend, là, on va se calmer non plus. On l'annonce comme un grand talent. C'est pas un grand talent. C'est un joueur comme le fils d'Éric Landry. Très bon sans la rondelle, en récupération de rondelle, etc. Là, il y a à peu près 1 point par match avec Moncton en Ligue junior majeure du Québec. Attention, il joue dans les Provinces-Maritimes, qui est une division beaucoup plus faible que les équipes du Québec. Donc, les points accumulés là, il faut se garder un petit gêne. C'est un gars qui a 18 ans, c'est un gars qui n'a jamais connu des grosses saisons. Sa première saison, c'est à 16 ans, il n'a pas joué. À 17 ans, il a 6 buts. L'année passée, c'est 23 points, 51 matchs dans une division faible. Cette année, il est à 1 point par match. Voilà, c'est pas un grand talent pour moi, mais c'est un gars qui va jouer en National League, qui revient en Amérique. Oui, Bien peut le regretter, mais je pense qu'il va très bien fitter dans l'ADN d'Ambry. Je pense que c'est un bon coup pour Ambry. Ça va lui prendre quelques saisons à s'acclimater, à mon avis. Et juste une petite parenthèse que j'aimerais expliquer, c'est que lui, sa maman est canadienne. Donc, il a pu jouer en Amérique du Nord comme joueur canadien, alors qu'il n'a jamais joué en Amérique du Nord. Et ça c'est le règlement. Ça me rappelle quelque chose. Hein, ça me rappelle un joueur canado-suisse dont le papa est canadien à la base. C'est ça. Ben, il y en a plusieurs. Là, Christian Dubé et ses fils vont peut-être partir en Amérique. Son plus vieux va peut-être partir en Amérique. Il y a plusieurs joueurs, Pat Node, il y a plusieurs joueurs qui ont le passeport canadien, qui jouaient en Europe, qui ont pu jouer dans la Ligue junior majeure du Québec ou ailleurs au Canada comme joueurs nationaux, pas comme joueurs étrangers. Parce que dans le junior majeur, tu as le droit à 2 joueurs étrangers. Donc, lui, il n'a pas, comme joueur étranger, Miles Muller aurait jamais pu jouer comme joueur étranger, comme plusieurs autres d'ailleurs. Et ça, c'est le règlement, honnêtement, c'est le règlement Théo Rochette, je vous explique, c'est que l'année que Théo était disponible, mais l'année que Théo était disponible pour le repêchage, son agent nord-américain, il y avait des équipes qui voulaient l'avoir comme joueur étranger, mais comme joueur étranger, tu peux jouer qu'à 17 ans. Tu comptes dans le contingent étranger. Quand Théo est arrivé à l'âge de 16 ans, c'est un gars qui est sorti tôt dans le repêchage québécois. Et la Ligue junior majeure du Québec s'est dit, attends, on a un jeune talent qui pourrait sortir au premier tour du repêchage. Il est canadien. Théo avait joué un petit peu au Canada quelques années. Mais ça serait peut-être le temps de changer le règlement, de dire, parce que même les gars qui avaient le passeport, qui jouaient en Europe, qui n'avaient jamais levé le pied au Canada, ils ne pouvaient pas jouer comme Canadiens, ce qui est une hérésie. Donc, la Ligue, ça a monté jusqu'à la Fédération canadienne, etc. Ils ont changé le règlement pour que Théo puisse jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, etc. Puis à partir de ce moment-là, tous les Canadiens vivant à l'étranger, Pat Noe, des fils à Christian Dubé qui vont arriver, tous les Canadiens vivant à l'étranger ont été considérés dès lors comme des joueurs canadiens et on pourrait pêcher dans le draft
canadien. C'est le cas de Myles Muller. Donc, ça a ouvert la porte. Je vous dis, c'est le règlement Théo Rochette parce que c'est l'agent Théo, Pat Brisson, qui avait fait changer la règle en disant ça n'a pas de sens. On se passe peut-être de bons jeunes Québécois, Canadiens, qui peuvent venir jouer en Amérique du Nord. Et ça, ces gars-là ont pu faire des carrières en junior majeur ou vivre des belles expériences grâce à ce changement de règlement qui était tout à fait logique. Hein? Et jusqu'à maintenant, ça ne s'était pas vraiment posé. Hein? Ils disaient, c'est pas très grave. Il y avait le fils de Yannick Dubé aussi qui joue en Allemagne, l'ancien joueur de Fognier, etc. Mais là, on s'est dit, ces joueurs-là sont Canadiens. Pourquoi ils ne seraient pas Canadiens dans notre système? Et c'est une bonne chose. Donc, Myles Muller a pu profiter de ça parce que je vous l'explique parce que c'est une question qui m'a été posée. Comment ça se fait qu'il y a 10 ans, il y a des gars qui ne pouvaient pas faire ça? Ils passaient dans le draft européen alors qu'ils avaient le passeport canadien. Puis ils ne pouvaient pas partir avant l'âge de 17 ans. Donc, les gars, ils peuvent partir à 16 ans pour les meilleurs et puis aller se frotter à un niveau de compétition supérieur. Ce qui est tout bénéfique pour nos bons joueurs, hein, honnêtement. Et puis, c'est Myles Muller est un de ceux-là qui va revenir probablement bonifié en cause de cet état de fait-là. Parce que, je vous le répète, s'il n'y avait eu que 2 étrangers, 2 importés, Noël Delémont a été importé, par exemple. Il n'y a plus de Nico Hischier, etc. Mais si Myles Muller n'était pas, si Myles Muller n'était pas canadien, on n'aurait probablement jamais mis les pieds en Amérique du Nord. Alors Stéphane, je peux juste apporter une petite précision dans tout ce que tu as dit. Tu as parlé de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis la semaine passée. C'est la Ligue de hockey junior maritime Québec, justement pour prendre en compte les équipes comme Moncton dans l'équipe. Voilà. Mais ça reste la LHJMQ. Pour l'acronyme, ça va rester la Ligue junior, ça va rester. C'est la Ligue du Québec. Il faut dire la Ligue du Québec, c'est plus simple. Mais oui, exactement. Toujours aller au plus simple. Absolument. Puisqu'on parle de plus simple, moi je vous propose qu'on parle des derniers contrats qui ont été annoncés, c'est du côté de Lugano. Comme ça, on parlera peut-être aussi de la grosse rumeur qui traîne ces derniers jours. Du côté de Lugano, il y a Granlund qui est blessé, il y a Daniel Carr qui est blessé, il y a Arttu Ruotsalainen qui s'est blessé la semaine passée avec la Finlande, donc alors il avait déjà réagi, mais il a engagé John Kenville, le Canadien, on l'avait vu du côté de Zurich en 2021-2022, 48 matchs, playoff compris, 20 buts, 38 points, 57 minutes de pénalité. C'est un bon retour en fait pour ça, c'est une bonne signature pour le HC Lugano. Écoute, moi Kenville à Zurich, il m'avait plutôt bien plu. Honnêtement, j'avais bien aimé ce joueur, que ce soit dans le jeu, dans l'attitude, dans le jeu offensif, dans le jeu défensif. Honnêtement, j'avais trouvé que c'était... En tout cas, il m'a marqué. Et puis quand j'ai vu que Lugano l'avait engagé, je me suis dit, c'est chouette, je vais avoir du plaisir de le revoir jouer en Suisse. Et puis du côté de Lugano, on ne pouvait pas faire autrement que de réagir. Avec autant de joueurs blessés, au bout d'un moment, tu ne peux pas y aller comme ça. En plus, c'était leader qui se blesse. Avec Carr et Granlund, c'était la ligne qui marchait bien avec Turcauf également. Là, tu as vraiment tes leaders qui sont pas là. Ça va faire mal. Tu peux pas faire autrement. J'ai entendu des gens qui disaient « Ouais, mais pourquoi on fait pas jouer des jeunes à la place? Ça serait l'occasion et tout. » Mais tu arrives fin décembre, début janvier. Regardez où est Lugano au classement. Ils ont besoin de points. Tu as tes leaders qui sont pas là. Tu es obligé de réagir et puis d'aller chercher quelqu'un. Et puis avec Kenville, je pense que ça peut le faire du côté des Tessinois. Stéphane. Ah oui, non, mais moi je pense que c'est un bon jour. Après, il faut voir son état de forme. Le gars, il n'a pas joué du tout cette année. Il s'est entraîné probablement avec des équipes juniors, avec des copains, etc. Je ne sais rien. Ça va lui mettre un petit moment à s'adapter. Mais moi, il m'a bien plu. C'est un joueur, tu as toujours l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions dans sa game, mais il en a marqué quand même presque 20 à Zurich. Et, c'est un bon joueur. C'est un joueur de hockey. C'est un bon joueur de hockey. Je parierais qu'il va faire la Coupe Spengler. On sait que Nat Dominicali est dans le staff. Donc, je pense que pour aider son acclimatation, pour qu'il retrouve sa game shape, il va probablement aller à la Coupe Spengler. Daniel Carr devait faire la Coupe Spengler, est blessé. Donc, probablement qu'il va le remplacer. Pourquoi pas? C'est un tout bon joueur de hockey. Moi, je pense que c'est bien, mais en termes de semaine catastrophique, là, pour Lugano, tu ne peux pas faire pire. Hein. Je pense que l'horoscope de Nat Dominicali ne devait pas être très bon cette semaine-là. Tu cherches le chat noir qui est caché quelque part dans la Corner Arena. Est-ce que Dominicali est passé sous un... Là, les planètes, elles n'étaient pas alignées. Elles te faisaient un trapèze. Un pentacle. Je ne sais pas quoi, là, mais... Voilà, donc, c'est ça, non. Et là, il devait réagir parce que cette équipe-là... Mais moi, je pense que ce coup-là va probablement... Moi, je pense que Lugano va se taper les play-in ou anciennement les pré-playoffs. Ça va être dur de terminer top 6 sans des joueurs aussi importants qui marchaient. Il faut dire que Carr connaissait sa meilleure saison en carrière. Avec Turcotte, ça fonctionnait bien. C'est incroyable. On va voir comment Turcotte va réagir. Comment Turcotte va réagir sans
sans lui, mais Granlund aussi. Granlund connaissait quand même une bonne saison. Ruotsalainen dans une moindre mesure, mais quand même, c'est des joueurs importants, ça te modifie ton line-up. Canville, ça va mettre un petit moment à ce qu'il retrouve sa forme. Gros coup pour Lugano, et moi je vous dis qu'à mon avis, ils ne feront pas le top 6 à cause de ça. Mais du coup, tu mets qui avec Turcaoff? Tu montes Joly en première ligne avec Turcaoff, et puis le troisième, tu mets qui? Tu mets Kenville avec? Ou tu tu montes Fazzini, ou tu montes Zanetti ou... Peut-être demain, tu joues à deux ailiers, tu switches tes ailiers pour donner de la forme aussi à Kenville. Bon, il est certainement arrivé la semaine passée, puis là, il doit certainement faire des traversées de patinoire pour suivre un bon coup, pour être en forme. 3 matchs en 5 jours cette semaine. Moi, sur le premier match, moi, je pense que Kenville va jouer avec peut-être pas forcément tous les shifts, la ligne sur laquelle il sera attribué, juste pour qu'il puisse aussi reprendre son souffle en deux shifts. Un Carcobello peut-être aussi. À voir. Là, c'est le line-up est drôlement chambardé du côté de Lugano. C'est un casse-tête pour le coach, évidemment, là-bas. Mais à voir. Là, il va jouer Kenville 3 matchs en 5 jours cette semaine. Ouais. Quand tu arrives comme ça et tu n'as pas joué de l'automne, hein, ça va être compliqué. Samedi, il n'aura pas de jambes, le garçon. Et puis ensuite, la Coupe Spengler, certainement, comme tu le disais. Donc là aussi, c'est un bel enchaînement de matchs, hein, parce que ça peut monter à beaucoup de matchs en 6 jours. On profite, on est sur Lugano, il y a une rumeur qui a été lancée samedi ou vendredi, je sais plus, sur les réseaux sociaux. Pierre Lebrun, insider de NHL, de TSN, qui a annoncé que Phil Kessel allait rejoindre la Swiss League, pour reprendre ses termes. Mais il faut bien comprendre que c'est la National League qui est visée. Suisse, en fait. C'est la Ligue suisse. C'est le championnat de Suisse, c'est ça. Parce qu'il n'a pas de contrat en NHL. S'il signe, ce serait un sacré morceau pour notre championnat. Je ne parle pas forcément que statistiques. Hein, parce que il a un petit peu le même physique que moi. Hein. Pour être tout à fait honnête, mais où est-ce qu'il irait? Lugano serait une bonne destination. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Écoute, moi, j'ai vu cette nouvelle-là passer aussi. J'avais entendu des bruits. Maintenant, je me suis dit, où? Bon, Genève, il y en a déjà 9 étrangers sous contrat, on s'entend. Tu vas par élimination. Quelle équipe a vraiment besoin d'un étranger maintenant? Peut-être à très court terme. Lugano, c'est tout à fait logique. C'est un autre qui pourrait être invité à la Coupe Spengler parce qu'il est américain. Donc il ne peut pas jouer avec Team Canada. Mais peut-être qu'il pourrait être prêté à une autre équipe comme Davos. Parce que ça fait style, ça attire du monde, etc. etc. Peut-être qu'il pourrait être prêté. Ambry cherche beaucoup de joueurs pour la Coupe Spengler, d'ailleurs. Il a eu de la peine à en trouver. Et, mais ils n'ont pas un Américain, Ambry, qui est arrivé puis qui ne joue pas le championnat, mais qui serait à la Spengler, Muller, qui était à Vitkovice. Oui, Peter Muller. Voilà. L'ancien de Cloton, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais. Oui, il vient pour la Coupe Spengler, prêté par Vitkovice, effectivement. Il y a quelqu'un qui me fait rire dans le chat, c'est Antoine qui dit « Aucun problème pour accueillir Phil Kessel dans le Jura. Nous avons des fast-food et puis il cite 2 marques. » C'est assez marrant. Non, mais paraît-il que c'est plutôt des petits bonbons en forme d'ours colorés qu'il aime bien. Ouais. Non, parce qu'il a presque 1400 matchs de NHL. Il faut quand même pas se leurrer. Ouais, il a quasiment 1000 consécutifs. Hein, voilà, il a plus de 1000 points en 1400 matchs. Donc c'est un joueur de hockey. Hein. C'est un sacré bonhomme, je veux dire. S'il vient dans notre championnat, il sera pas loin d'être la star de notre championnat. Ah oui, avec plusieurs coupes Stanley aussi. Au niveau du nom, hein, je dis, pas forcément au niveau du jeu. Mais c'est un sniper. Ah oui, c'est un sniper, ouais. C'est un gars qui patine plus beaucoup. N'oubliez pas que dans notre championnat, il faut patiner. Fort, hein. Ah oui, ça c'est clair. Ça patine, c'est un championnat qui est rapide. Clair. Kessler, ça n'a jamais été un marchand de vitesse, encore moins maintenant. Attendez, les gars, le décor qui tombe en ruine, attendez là. Oui, c'est le livre du Nasseret qui a décidé d'aller voir un petit peu plus bas si c'était plus joli. On passe à une autre histoire. Mais non, mais là, il shoot le puck. C'est un gars c'est un shooter incroyable. Ils vont le mettre sur le mur à gauche pour le one-timer en powerplay, ça c'est certain. Par contre, la vitesse de jeu, il va trouver que le tempo est rapide, le fil. Là. Puis est-ce qu'il est en forme, le garçon? Ouais, mais ça reste vient ensuite, souvent, les joueurs ils arrivent comme ça. Je vais aller me remettre en forme en Europe, championnat suisse. Souvent, c'est ce qu'on pense un peu du championnat suisse en Amérique du Nord. On va aller là-bas, petite game facile, pas trop de pression, etc. Attends. Garçon, il va trouver que ça va vite. Il va revenir au banc, la langue à terre, je vous le garantis. Donc, si tu n'as pas les jambes qui suivent, tu as le shoot que tu veux. Lui, ça va y prendre un petit moment pour moi. Mais c'est un shooter. Lui, si tu donnes un puck dans le slot, on va être au fond. Mais il faut qu'il se rende là. Le problème, ça va être de se rendre là. Ça c'est un autre problème, mon Stéphane. On verra. Déjà, est-ce qu'il signe en Suisse? Où est-ce qu'il signe en Suisse?
Ouais. Pour l'instant, on n'a pas reçu de message de Jean-Philippe, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'information qui est sortie durant cette heure d'émission. Voilà, on verra effectivement. Il a quand même joué avec des gros joueurs à Pittsburgh. Il joue avec Crosby, avec Malkin sur le power play. Effectivement, c'est aussi des gros passeurs qui étaient capables de lui mettre le puck au bon endroit pour son one-timer. Et on l'a vu, je l'ai vu notamment lors du Bernzug, lors du dernier match où il y a eu un but de Saint-Hilaire qui était marqué en powerplay. La première passe, elle n'était pas parfaite. C'est Bengtson qui fait la deuxième passe. Elle est pile à l'endroit où il faut, dans le wheelhouse, comme tu me dis si bien dire, Stéphane. Donc voilà, il faudra aussi voir avec quel joueur il pourrait être aligné pour que ce soit quelque chose de bénéfique pour un club suisse. Parce qu'effectivement, il va falloir qu'il se mette en forme le game shape. Ça resterait une attraction pour notre championnat. Je pense qu'il y a des gens qui viendraient à la patinoire pour le voir. Absolument. Ah oui, non, tout à fait. Ça reste une star, ça reste un nom incroyable. Hein, c'est extraordinaire. Les gars, on n'a pas parlé de l'équipe nationale. Pas grand-chose à dire. C'est pas grave, Stéphane. On n'a pas eu de questions sur l'équipe nationale, donc on ne va pas en parler, Stéphane. Parce que les gens ont regardé vraiment l'équipe nationale. Il faut dire qu'ils sont dans un groupe intéressant. Là, ils jouent des matchs intéressants avec des préparations de championnat du monde. Fisher, on va faire un petit résumé. Fisher avait aligné une bonne équipe. Steph, ce sera le cas d'une autre émission. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, bref. Non, parce que voilà. Je savais qu'on n'avait pas beaucoup de temps, c'est pour ça que j'ai fait un peu exprès pour en parler à la fin. 3 défaites, Fisher, un peu rageant pour lui, 3 défaites ce week-end, 2 en prolongation. Elle aurait mérité mieux pour la story, en tout cas pour son record personnel de défaites. Là, ça fait quoi, 13-14 défaites en ligne? C'est pas grave. Oui. L'important, c'est de gagner le dernier match du championnat du monde. L'important, c'est de participer. Puisqu'on parle du championnat du monde. Ils ont remporté la Coupe Fair Play. Puisqu'on parle du championnat du monde, on vous a déjà dit qu'il y a 3 journées de championnat cette semaine en National League avec bien rapporté notre match studio mardi, demain. Notre match studio, ce sera Fribourg-Lugano jeudi, samedi, ce sera Genève-Lausanne pour le derby. Et le dernier match de 2023 en National League. La NHL en français, il y aura des matchs également pendant la pause, à commencer par Nashville-Dallas samedi à 20h. Tous les matchs de l'équipe de Suisse des moins de 20 ans seront diffusés sur MySports. Les Suisses qui seront à la Slovaquie, aux États-Unis, à la Norvège, à Tchéquie en phase de groupe. Et ces matchs-là, vous pourrez les suivre sur notre application en accès libre. D'ailleurs, on vous le signale. Petite offre de notre part. Et puis, pour parler plus en détail des moins de 20 ans, Overtime NHL la semaine prochaine sera plus axé là-dessus. Ce sera jeudi sur toutes nos plateformes et à 20h sur MySports 1. Overtime format National League fait une petite pause. On se retrouve le 8 janvier pour la rentrée, puisqu'il y a quelques matchs quand même d'ici là. Merci Stéphane, merci Jérôme, merci le chat. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes également. Vous connaissez la chanson. Excellente après-midi à vous et à bientôt pour le prochain Overtime. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.